Le chercheur français André Bourgeaud était en visite à l'École nationale de journalisme. Avec les étudiants, il était principalement question de la situation sécuritaire du pays. Dans cette édition, nous allons amplement parler de la radio à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février. Du sport dans cette édition, nous allons vous faire découvrir une ancienne gloire du cyclisme malien des années 60 qui était tombée dans un total anonymat. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de 10h. Comme annoncé dans les titres, André Bourgeaud, le chercheur français, était en visite la semaine dernière à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Le spécialiste des sociétés nomades a profité de son séjour de Bamako pour animer une conférence de presse, débat avec les étudiants de la 3e année. Ibrahim Khalil Togola et Salomé Dako ont suivi pour nous. Une arrivée spéciale pour un événement spécial. André Bourgeaud à l'École supérieure de journalisme, éminent chercheur et grand connaisseur du Mali. Merci donc pour votre présence à cette rencontre d'échange avec M. André Bourgeaud. Une sommité, le doyen vient de le dire, une sommité du monde universitaire. Décor planté par Tona Mathieu Koné, l'hôte du jour expose près de 2 heures sur la situation au Mali et dans les Sahel. Une écoute attentive qui permet de retenir l'essentiel de l'exposé. C'est un honneur pour moi, en tant qu'étudiant de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, d'assister à une conférence animée par André Bourgeaud. Vraiment, au cours de cette intervention, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la question sécuritaire du pays. Je pense que c'est une opportunité assez intéressante pour nous en tant qu'étudiants de recevoir des personnalités avec une telle culture générale, avec une telle personnalité. Donc l'échange a pratiquement tourné autour de plusieurs points, notamment l'accord de paix et l'insécurité qui sévit dans notre pays. Donc moi personnellement, j'ai vraiment tiré beaucoup d'enseignements par rapport à son intervention. Le conférencier modèle à la sortie se résume. J'ai essayé de dire que vous soyez très vigilants sur les modalités de recueil de l'information, vigilants dans la restitution de l'information, et puis développer une éthique du journalisme. Mais je crois que ça, c'est le rôle de l'école, compte tenu du fait que on voit bien que la presse malienne, une partie de la presse malienne manque de professionnalisme. Donc la création de l'école de journalisme vise justement à faire des professionnels journalistes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et puis c'est la pugnacité aussi de Bomboté qui a fait en sorte que cette école voit le jour depuis à peu près 2 ans. De pareilles rencontres permettent d'élargir l'horizon culturel des étudiants de la licence 3 à un pas du milieu professionnel. D'où cette initiative de l'encadrement. Alors nous pensons que vu la situation et les enjeux géostratégiques de la crise sécuritaire qui sévit dans notre zone, qu'il était une voie autorisée, une source digne de foi, comme on dit dans notre jargon journalistique. Et c'est pour ça que nous avons daigné l'inviter et il nous a fait l'honneur et le plaisir de venir échanger près de 2 heures avec les étudiants. Et je pense que ce fut positif pour chacun d'entre nous. C'est donc sur un satisfecit général que s'est achevée la visite d'André Bourgeaud à l'EAJSC. Une visite qui fera date dans l'histoire de la jeune école. Réputée être le média le plus consommé au niveau mondial, elle est portable, elle est accessible presque partout et à moindre coût. Vous l'avez peut-être deviné, et oui, nous parlons de la radio dans ce journal. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février, une de nos équipes de reportage est allée en savoir davantage sur la place que joue cet outil d'information dans nos sociétés. Suivons. Elle reste indispensable. Elle reste indispensable et irremplaçable. La radio est l'un des moyens de communication de masse le plus rapide au monde. Elle est omniprésente dans notre société et joue plusieurs rôles, notamment la sensibilisation, l'éducation et l'information. Selon les professionnels des radios, la transmission de l'information précise et impartiale est cruciale pour réduire les tensions et renforcer la démocratie. La radio doit refléter la réalité locale, ce qui est extrêmement, surtout avec les radios de proximité. Et la radio doit tenir compte des besoins des populations. Quel genre d'informations ces populations ont-elles besoin? N'est-ce pas? Pour quelle fin? Quels sont les besoins en matière de communication dont les populations ont besoin? C'est en cela que la radio devient utile. En cette période de crise, les radios doivent jouer un rôle très important dans l'apaisement et le renforcement de la cohésion.
Toutefois, pour réussir cette mission, les professionnels de la radio devront travailler avec rigueur et respecter les principes du professionnalisme. J'invite mes confrères de la radio vraiment à surveiller, si ce n'est pas beaucoup dit, surveiller leur langage, vraiment appliquer les règles déontologiques pour éviter des problèmes. Parce que comme vous venez de dire tout de suite, le Mali est en crise. Donc tout ce qui doit être dit, même écrit, on doit faire extrêmement attention. Parler à un micro, c'est comme lancer des pierres. Si on lance seulement, on ne peut plus les récupérer. Dans une profession, il faut chercher à connaître cette profession. C'est aux animateurs, aux journalistes de se perfectionner, de chercher à apprendre. Parce que si on travaille sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, comme on dit bonjour les dégâts. Pour magnifier le rôle et l'importance de la radio dans le monde, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO a décrété le 13 février comme la journée mondiale de la radio. Pour cette année, le thème choisi est promouvoir la diversité sur les ondes. Focus maintenant sur la radio Bamaka, la sœur aînée des radios privées du Mali. Elle est née dans le mouvement démocratique de mars 1991. Elle évolue aujourd'hui aux côtés de plus de 400 autres radios privées. Toujours dans la mouvance de la journée mondiale de la radio, Ibrahim Khalil Togola et Adama Temeli nous font capter les Bamakan. Cette fois-ci, pas sur le 100.0, mais sur les fréquences de l'ERG City TV. C'est l'émission Aonigwa de la radio Bamakan. Ramata et son équipe. Nous sommes le 13 février, journée mondiale de la radio. C'est une émission qui se passe tous les jours à Bamako de 12h à 14h. Dans cette émission-là, on ne joue que de la musique malienne. On traite des thématiques, les auditeurs appellent, chacun donne son point de vue. Donc vraiment, c'est une édition qui conseille, qui donne beaucoup de conseils. Donc c'est une émission interactive, une émission culturelle, une émission éducative. Créée un 13 septembre 1991, Bamako a aujourd'hui 28 années d'expérience. Elle reste fidèle à ses ambitions, promouvoir la démocratie par la liberté d'expression. Radio Bamako se porte très bien. Comme vous le savez, il y a plus de 2 décennies que Radio Bamako est née. Et c'est un legs du mouvement démocratique. Et une radio du genre ne peut que faire la promotion de cette démocratie et de l'état de droit. Donc, c'est dans cette condition que nous avons été créés et nous avons toujours œuvré dans ce sens. Radio Bamako a bénéficié des ressources humaines et des gens qui ont déjà travaillé avec le micro, des gens qui ont déjà travaillé dans le domaine de la communication, ce qui fait que depuis les premiers essais de la radio, ils n'ont pas eu du mal à pouvoir faire leurs preuves. Et c'est la raison pour laquelle Bamako a pu demeurer jusqu'ici. Bamako, émettant sur la 100.0, couvre la capitale Bamako et ses environs. Ces programmes sont aussi accessibles dans certaines régions du Mali, à travers des stations partenaires. Elles fonctionnent de 8h à minuit. Présentement, la radio souffre d'un seul et sérieux problème, le vieillissement de son personnel. Cette fois-ci, parlons sécurité. Oui, certains groupes terroristes ne parlent plus le même langage. En l'occurrence, la Katibat de Massina, dirigée par Amadou Koufa et Abdul Walid al-Sahraoui de l'État islamique au Grand Sahara. Cette information émane de la note de l'ONG française Pro-Médiation. Son représentant au Mali nous donne les causes de ce conflit entre les ennemis de la République. Il en profite pour donner son avis sur la négociation déclenchée entre l'État et les djihadistes. Nous vous proposons un extrait de cet entretien exclusif. Les causes sont que lorsque ton intérêt est en mal, tu quittes et tu pars, tu cherches là où tu peux en trouver vraiment de l'intérêt. C'est un peu ça, c'est vraiment sur les intérêts qui a causé ces défections. Dans la zone inondée, il y a eu des affrontements puisque le monsieur qui a fait défection est l'un quand même des hommes préférés d'Amadou Koufa parce qu'il fait partie des jeunes que ce Koufa a sélectionné pour aller former dans les Grands Sahara pour être le leader de demain. Donc tu vois, il a mis des moyens
Koufa pour former ces jeunes qui a fait défection et qui est allé tout de suite rejoindre les gens de l'État islamique d'Al-Sahraoui. Et depuis un certain temps, nous avons vu qu'il y a certains Maliens qui avaient demandé à ce que l'État malien négocie avec les terroristes. Le président de la République n'était pas d'accord, mais en ces derniers temps, nous voyons qu'il a changé de langage. Ils veulent négocier maintenant avec Iyad et Koufa. Et selon vous, quels résultats peut-on nous attendre de ces négociations-là? Sur quoi on va négocier? Ceux-ci disent le Mali, c'est la République, et de l'autre côté, c'est la Sharia. Maintenant, est-ce que la République va s'adapter à la Sharia ou est-ce que c'est... Voilà, on aura... Est-ce que le gouvernement de la République du Mali est prêt à changer, c'est-à-dire les principes, c'est-à-dire démocratiques, laïques du Mali, ou est-ce que Koufa est prêt? Mais de toute façon, nous, selon nos analyses, on voit mal où cette situation va nous mener. Les militaires aussi qui se retirent de leur position. Eh bien, si tu laisses l'ennemi avancer, ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Et s'il est plus fort que toi, je ne pense pas qu'il va accepter de négocier. Donc l'État malien est en position de faiblesse pour négocier avec les terroristes? En quelque sorte, oui. Parce que l'armée a abandonné beaucoup de positions dans les régions du nord et du centre. C'est très misérable. Nous avons vu la position d'André Mboukan d'être abandonnée par l'État. Nous avons vu la position de la Bézanga. Nous avons vu 12 positions dans les centres qui ont été abandonnées, y compris certaines positions dans la région de Ségou. Bon, tu ne peux pas dire que tu vas engager des négociations étant donné que tu es faible. On verra où ça va nous mener, mais c'est vraiment... on va prier, mais c'est quand même très désespérant et je ne pense pas que quelque chose de clair va sortir. Comme en sport, chaque localité a sa gloire. Celui de Kadiolo et du cyclisme malien des années 60 est Noum Danyogo, alias Kadiolo Tchedjan, l'enfant du Folona qui, après ses triomphes du passé, était tombé dans l'anonymat. Depuis 3 ans, une course cycliste est organisée par un illustre fils du Folona pour lui rendre hommage. À l'occasion de l'édition de cette année, déroulée le 15 février dernier à Kadiolo, les étudiants de l'École nationale de journalisme ont fait un focus sur cette ancienne gloire. Découvrons ensemble. Le champion du cyclisme malien de 1964, c'est lui. Il s'appelle Kadiolo Tchedjan. Sa passion se trouve dans les pédales et il roule, même étant octogénaire. Né vers 1940 à Kadiolo. Pourtant, la lucidité et la vivacité physique du champion du Folona désavouent son âge. Avec une taille qui frôle les 2 mètres, Noum Danyogo, de son vrai nom, est venu dans le monde du cyclisme par hasard. Un jour, au sentier, le commandant des cercles est venu demander 5 volontaires pour aller représenter Kadiolo à la semaine régionale de Sigasso. Automatiquement, je me suis porté volontaire. Un maître maçon me dit, nous Danyogo, tu te crois capable de nous honorer à Sigasso? Je lui ai dit que seul Dieu le sait. Kadiolo Tchedjan, autrement dit, le géant de Kadiolo, a gagné des titres au plan régional et national. Comme en cette année 1964, où après une course mythique, il devient champion du Mali devant Baloki Diallo, son rival de tous les temps, lui aussi une légende du bicycle, bien connu dans les Ganadougou. Sur le pont des Martyrs, mon pneu a explosé. Je me suis arrêté pour le réparer. Des journalistes m'ont dit de mettre fin à la course. J'ai dit non. Après la réparation, j'ai poursuivi et rattrapé le peloton. Lorsque j'ai su que nous sommes à quelques kilomètres de l'arrivée, je me suis échappé. Je suis venu à l'arrivée seul. Et me donnant le trophée, le président Modibo Keïta m'a demandé si je suis instruit. J'ai dit non. Étonné, il me dit comment je suis parvenu à battre ceux qui ont été apprendre le vélo en France. Je lui ai répondu que la théorie et la pratique font deux. Le champion des années 60 était tombé dans un total anonymat. Il y a 3 ans, P étaient les habitants de Kadiolo
qui savait que ces vieillards qu'il croise dans les rues fut un champion. Un autre illustre fils du Folona s'est investi de la tâche de réhabilitation de ces héros tombés dans les abysses de l'oubli. Une course cycliste est institutionnalisée depuis 3 ans pour lui rendre hommage de son vivant. Prêt. Allez-y. Mes premiers mots sont des remerciements sincères à l'adresse de tous ceux qui, par leur présence effective à cette cérémonie, honorent et encouragent à perpétuer la célébration des bons exemples. Bons exemples réalisés par des compatriotes. Tant mieux. Et grand merci à Dieu si l'auteur des exploits est vivant et est parmi nous. J'ai nommé nous Danyogo Kadiolo Tchedjan. Vous venez de le voir. Kadiolo Tchedjan, grand de taille, grand par la volonté, grand par les exploits sportifs et géant par le patriotisme. Que dire encore de nous Danyogo, qui n'a été déjà dit lors des précédentes éditions? Noum Danyogo mérite d'être célébré, puisqu'il fut cet exemple qui a inspiré à son époque toute une génération. Ils ont insufflé le goût du vélo, le goût de faire le cyclisme. Ensuite, on découvrait avec lui, je ne sais pas, l'effort, la peine dans l'effort. Donc c'est quelqu'un qu'on admirait et puis bon, comme vous le savez, un champion, hein, il faut tout faire pour le toucher, pour l'approcher. Donc c'était ça un peu avec nous et bon, comme il était très populaire, vraiment c'était un peu une idole pour nous. Voilà, Kadiolo Tchedjan pour ceux de notre génération. Tout champion a souci de sa postérité. Kadiolo Tchedjan n'a pas dérogé à cette règle. Sa passion du vélo, il l'a transférée à d'autres. J'avais 3 disciples. Ils n'ont pas vécu longtemps. Après leur décès, j'ai pris celui-là et je l'ai entraîné. À part une attestation de reconnaissance et une photo de souvenir, le champion n'a rien comme fruit de ses triomphes du passé. Mais il a tout. Jadis, il courait pour l'honneur et la gloire de notre localité. Ce prestige valait mieux que de l'argent. Comme les anciens sont réfractaires au changement, Tchedjan a refusé pendant toute sa vie de conduire une moto, ce qui lui fait regretter l'abandon du vélo par la jeunesse de sa ville natale au profit de la moto. Le patriarche du vélo a un dernier vœu avant sa mort. C'est celui de voir un fils du Folona détrôner le Ganadougou qui règne depuis belle lurette sur le cyclisme malien. Nous sommes à Kadiolo, restons-y pour parler d'une danse. Le Samoro est cette danse originaire de Lofine, située à 15 km de Kadiolo, en région de Sikasso. Cette chorégraphie qui annonce la période agricole est également une manifestation de grand jour. Elle a été présentée lors de la Coupe cycliste Noum Danyogo de Kadiolo qui s'est tenue le 15 février dernier. En marge de la course, Aminata Sempara nous l'a fait découvrir. Les athlètes sont partis pour 40 km. Entre-temps, Kadiolo nous transporte dans l'univers des pas de danse mythiques du Samogoro. Jeunes, vivaces, ils ne font pas partie du lot des participants à la course, mais n'ont rien à envier à ces derniers, tant dans la vigueur des gestes qu'à la concordance des mouvements du corps. On va faire connaître ni donc que samia do d'affaire vraiment samia voilà mo mo do ana emi ya don tana ke kadi otigbe ke e kan senena voilà comme amisa fo support lo quoi voilà encore yo mettre wa faire voilà ne samia benana e be préparation ka e fara ko le fun ka beni da baba sale parce que watira da baba le kubé donc c'est ça encore da baba sene mais ça me support la tawro quoi. En plus d'être une danse agraire qui prépare physiquement les cultivateurs, le Samoro est aussi une manifestation des grands jours.
ambo ke ka dugutigi shukunyana jo ke fana bonen ko ni nyongolo na tigi da tara fo ta ko ye kenan fana be na tigi nyana jena ye. Une série de 12 pas représentant les familles fondatrices du Samogoro. Alors, rien n'est le fruit du hasard, chaque détail compte. Dans ce temps là, achit donc tu connais tu côté clé chite clé abeta c'est na ba donc ta c'est na oui seigneur là abe yel ma dora tourner oui seigneur là. Un précieux héritage qui tombe petit à petit dans le gouffre de l'oubli. Une mauvaise nouvelle pour nos valeureux chorégraphes. Car, à ce qui paraît, le Samogoro est aussi une arme de séduction. Bon, vraiment, Moussogo connu, on ne préfère la tige. Parce que, oui, garçon collé. Une danse vraiment vivace. 7e art maintenant. Le voile secret n'est plus un secret. Il a été dévoilé le week-end dernier au Magic Cinéma de Bamako. Le film long-métrage réalisé par le groupe Arc-en-Ciel nous fait le récit d'un mariage refusé et de certaines mauvaises pratiques de la société malienne. Pour cette première projection, les cinéphiles bamakois ont répondu massivement présents à l'appel. C'est ce que nous dit Ibrahim Khalil Togola et Adama Tembedi. Le voile secret désormais dévoilé. Le cinéma magique a été le principal lieu d'attraction de Bamako ce vendredi 21 février 2020. Pour cause, assister à la toute première diffusion de ce film. C'est fini. Le voile secret est une aventure d'1h38. On y parle du mariage entre deux jeunes qui s'aiment à mourir, Aïda et Djibril. Aïda est d'une famille très riche. Tel n'est pas le cas pour son soupirant Djibril, mécanicien. À cause de sa pauvreté, Djibril est empêché d'épouser la femme de sa vie. Le temps et l'amour aidant, les riches parents d'Aïda finissent par accepter son union avec Djibril. C'est là, au bout d'énormes sacrifices des jeunes amoureux, Aïda et Djibril. De quoi séduire les spectateurs. Le film, ça s'est bien passé. C'était trop cool aussi. Moi, j'ai retenu beaucoup de conseils. Et puis, je leur souhaite bon vent aussi. Merci. J'ai beaucoup aimé le film. Ce n'est pas une bonne chose, au fait, en gros. D'obliger les jeunes demoiselles à se marier avec des personnes qu'elles n'aiment pas et contraindre aussi deux jeunes personnes qui s'aiment à ne pas profiter pleinement de leur amour. Ce premier coup d'essai en long métrage a été un véritable coup de maître pour les producteurs du voile secret. Acteurs et membres de l'équipe technique sont émerveillés par l'engouement du public. Je suis toute contente parce que les gens sont vraiment sortis. Ça veut dire que le message est bien passé et je remercie tout le monde d'ailleurs. J'en profite pour remercier tout le monde. Voilà, c'est vraiment incroyable. Ça veut dire que le cinéma malien vraiment commence à se développer. Franchement, je suis éblouie, impressionnée par le public malien. Sincèrement, on était étonnés de voir autant de monde. 2 projections en même temps et après ça une autre projection, 3 guichets pleins. Sincèrement, franchement, le cinéma malien a de quoi être fier. Vous savez, quand on est producteur d'un film, qu'on veut faire une première, la première très souvent c'est une seule projection. Que le public malien sorte en masse et nous demande de faire 3 projections le même soir et que la salle soit pleine. Moi, en tant que producteur, je n'ai rien d'autre à dire. Les visages que je vois, les félicitations que je reçois, que ce soit pour moi, pour l'équipe ou pour le réalisateur Fousseni Maïga, il faut croire que ce film a été un succès. Et on souhaite que dans les années à venir, on puisse arpenter, comme on dit, les différents festivals pour que le talent du réalisateur, des cadreurs maliens, des acteurs maliens soit reconnu. Parce que c'est un film 100% malien. Outre le mariage, le voile secret parle d'autres faits à la mode dans la société malienne. Le proxénétisme, la drogue et son corollaire de violence. Le coût de la production avoisine les 100 millions de francs CFA avec un appui conséquent du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM. Dans les prochains jours, le film va à la rencontre des citoyens de l'intérieur du Mali. Il ambitionne également de conquérir les festivals internationaux.
Et oui, un film 100% malien. Dans une poignée de minutes, vous aurez Adama Temeli pour un récapitulatif de toutes ces informations dans un flash spécial. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur RGSC TV.